commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? C'est quoi Carrément, tu me vois. C'est professionnel. Ouais, mais bon. Donc PSSM, en fait, c'est Premier Secours en Santé Mentale. Donc, mon but, c'est d'aider les gens en situation de crise ou quelqu'un qui va pas bien. D'accord. Donc, c'est pas forcément partir sur je vais chercher à trouver quelqu'un qui va pas bien, mais c'est juste quelqu'un qui est dans un mal-être, que je le ressens ou que je le vois, au lieu de le laisser dans son coin. Si je vois quelqu'un par exemple qui pleure, c'est vraiment d'aller vers cette personne. Et du coup, PSSM a en fait créé, parce qu'en fait PSSM c'est un organisme en fait, et donc qui a créé en fait une technique, un déroulé spécifique pour pouvoir gérer les crises et les faire redescendre en fait. Un peu comme un secouriste au travail, où il arrive, il regarde ce qu'il fait et tout ça. Sauf que là en fait, comme c'est une prise en charge de la santé mentale, il faut respecter en fait un ordre. Et donc ils ont créé en fait un acronyme qui s'appelle ARE. Et ce qui permet au final d'avoir un script dans ta tête qui te permet de dire le A, c'est approcher en fait la personne et évaluer comment tu peux l'assister. Après, tu as l'écoute active et sans jugement. Et ça, c'est, je pense, la partie la plus compliquée, en tout cas qui a été très compliquée pour moi au début, parce qu'on a tous en fait ses pensées, son mode de pensée, et en plus on a envie de se dire je vais lui raconter mon histoire, de se mettre à sa place. C'est de l'empathie, mais au final, c'est pas forcément ce dont a besoin la personne. Des fois, c'est juste, il a besoin d'être écouté. Et vraiment, c'est surtout aussi de ne pas être jugé. Parce que venir quelqu'un qui vient te dire j'ai envie de me tuer, et tu lui dis en fait la vie est belle, c'est pas ça qu'il a envie d'entendre à ce moment-là. Mais toi, tu te dis, mais non, il y a tellement de choses à vivre, donc là, vraiment écouter, et lui, voilà, tu l'écoutes et il va te donner plein de clés, plein de tout ce qu'il a en fait dans sa tête. Après, donc, on a le R qui est réconforter. Mais vraiment réconforter, c'est pas dire des phrases bateau, c'est vraiment quand tu l'as vraiment écouté, il va être capable de te dire exactement de quoi il a besoin. Et tu ne réutilises que ces mots. C'est en fait comme une espèce de reformulation que tu vas faire pour pouvoir en fait aller, je ne vais pas dire dans son sens et lui dire ce qu'il veut entendre, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment que tu lui montres que tu l'as écouté en réutilisant et en reformulant les choses, ce qui va lui permettre aussi lui de conscientiser ce qu'il vient de dire, et de voir si vraiment il va aller au bout. Parce que quelqu'un qui te dit j'ai envie de me tuer, des fois c'est pas qu'il a envie de se tuer, c'est un appel à l'aide. Et il va te dérouler tout le petit script et tu vas finalement te rendre compte qu'il voulait pas vraiment se tuer, il avait juste besoin en fait d'être écouté parce qu'il avait un mal-être pile à ce moment-là. Donc après le R, t'as donc du coup là je me suis un peu perdu là. Ouais, donc tu as encourager, donc aérer, donc du coup le E. Le deuxième E, c'est l'encourager à aller voir un professionnel. Parce que je ne suis absolument pas psy. Je suis là vraiment pour écouter et désamorcer une situation de crise. C'est comme quelqu'un comme je disais, c'est un SST mais spécialisé dans la santé mentale. C'est juste que tu ne vas pas... t'es pas chirurgien, t'es pas machin, donc tu vas pas te lancer des diagnostics, des pronostics, des machins. Tu l'encourages vraiment à aller voir des professionnels. Et la dernière étape, c'est en fait de lui donner toutes les ressources nécessaires, donc le R, lui donner toutes les ressources nécessaires et tout ce que tu pourrais trouver en fait pour qu'il aille bien. C'est-à-dire peut-être lui proposer des groupes de soutien, SOS suicide, tout ce genre de trucs. Moi là pour l'instant quand je reçois des gens dans mon bureau, c'est toujours les encourager à est-ce que tu as un suivi psy?
Si tu n'as pas un suivi psy, leur donner toutes les astuces avec mon soutien psy qui offre les 12 séances gratuites, etc. Donc réussir à trouver un médecin. Et s'il me dit oui, je suis suivi, j'ai dit ok, mais là, vu que tu es en situation de crise, est-ce que ça vaut pas plus le coup d'aller au CHU CHU, non. C'est CHP, voilà plutôt. Les urgences psychiatriques, et en fait d'aller les voir pour pouvoir discuter avec un psychiatre qui va pouvoir t'aider ou un psy qui va pouvoir t'écouter, etc. Mais vraiment encourager cette personne. Si elle ne veut pas, je ne peux pas le forcer. Donc si la personne ne veut pas le faire, c'est pour ça que c'est intéressant après de lui donner toutes les ressources dont il peut avoir besoin. Donc lui donner des numéros de téléphone, chercher même avec lui sur internet, mais au moins qu'il ne reparte pas en mode ouais, elle m'a écouté, elle a fait, elle m'a donné tous les trucs et tout, mais qu'il s'en aille comme ça en se disant bon ouais, elle m'a juste écouté quoi. D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est le travail d'une PSSM, c'est de répondre à une situation de crise, mais du coup c'est uniquement temporaire. Et après, le but, c'est de réorienter vers un traitement. Exactement. Ah oui, mais oui, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy. Je suis vraiment là, en fait, pour écouter les étudiants, peu importe, parce que maintenant, PSSM, du coup, je l'ai transposé dans ma vie de tous les jours. C'est que là, maintenant, j'ai une écoute beaucoup plus active. Et là, mon écoute est différente. Parce qu'avant, je donnais tout de suite en disant, je me mettais à la place de l'autre. Ce qui est très empathique, hein. C'est un mouvement très empathique, mais qui n'aide pas forcément l'autre, parce que tu veux résoudre son problème à sa place. On a souvent cette tendance-là à se dire, quelqu'un vient te raconter ses problèmes, et tu lui trouves tout de suite la solution. Mais des fois, en fait, la personne, elle a juste besoin d'être écoutée, parce qu'elle a déjà les solutions qui sont en place, mais jusque-là, elle est en situation de crise, elle veut que tu l'aides spontanément, et sans venir lui raconter ta vie, ou lui donner des anecdotes, ou des machins, et après, derrière, tu lui dis, moi j'ai pu te soulager là, maintenant, il faut peut-être quelque chose de plus grand. Si tu es en dépression, si tu as des idées suicidaires, ce genre de choses, va voir un psychologue, va voir un psychiatre. Si tu te sens pas bien, appelle tel numéro, SOS Suicide, Nightline, SOS Amitié, ce genre de truc, mais ne pas le laisser sans ressources aussi, lui demander s'il a des amis, s'il est entouré, s'il est tout seul, comment ça se passe avec sa famille. Après, ça peut être peut-être intrusif, on peut le voir comme ça, mais c'est aussi pour moi, surtout avec vous, les étudiants, c'est surtout de pouvoir faire un suivi, parce que beaucoup de choses qui vous arrivent impactent votre scolarité. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, on arrivait souvent au jury, et c'est dans vos lettres, en fait, qu'on découvrait tous les malheurs que vous aviez pu vivre, en fait, dans l'année, et tout ce que vous avez dû faire, sachant qu'en fait, on n'a pas vu. Et je me suis dit, si j'ai la possibilité de pouvoir vous recevoir avant, de pouvoir faire en sorte que vous soyez pris en charge, et tout ça, peut-être que vous allez arriver à passer, en fait, un cap dans votre scolarité. Quels sont, selon vous, les enjeux majeurs actuels en matière de prévention, en accompagnement, en accompagnement des étudiants dans le cadre éducatif? C'est le plus important. Ouais, alors pour moi, ça a toujours été, en fait, surtout à mon arrivée ici, pour moi, la santé a été mon cheval de bataille depuis que je suis là. Depuis 3 ans que je suis là, je fais que parler de ça. Je demande est-ce qu'il y a une psy qui soit dans l'école, parce qu'il y a un grand mal-être. Si maintenant, en 2025, l'État a décidé que la santé mentale est le sujet de l'année, c'est parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y a un gros problème. Et là, maintenant, on essaye de prendre en charge et de le reconnaître. Parce que les mentalités ont évolué et plein de gens se sont rendus compte qu'après le Covid, être isolé chez soi, ça fait péter des câbles à pas mal de personnes. Donc, moi, ici, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Les gens n'ont pas tous
la capacité de prendre du recul face aux problèmes, parce que quand même quand on entend des choses difficiles, parce que vous vivez des choses difficiles et surtout des choses hyper dures à votre âge, quand j'entends ça, bon maintenant j'ai su prendre la distance qu'il fallait grâce à PSSM, mais avant, en tant qu'éponge émotionnelle, je l'aurais pris pour moi et j'aurais été submergée par l'émotion. Sauf que là maintenant j'arrive à mettre cette distance qui me permet de pouvoir vous écouter. Mais c'est pour ça que je dis que dans l'école, il va falloir qu'il y ait plus de personnes qui soient formées. Parce que vous allez, je me rends compte qu'il y en a qui en ont besoin de plus en plus. Et c'est surtout aussi que ces personnes qui soient formées se fassent connaître dès la rentrée et que vous vous sentiez en confiance en fait pour pouvoir venir parler de vos problèmes. Sachant qu'en plus, quand vous parlez, on n'a pas le secret, je dirais, j'ai pas du tout le secret professionnel, médical, machin, parce que, comme je le répète, je suis pas du tout un médecin. Mais ça me permet de pouvoir alerter vos responsables de promo pour que vous soyez quand même, je ne vais pas dire surveillés, mais qu'on fasse un peu plus attention à vous et à votre mal-être. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il est très important que l'école maintienne ça et le fasse, qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient formées PSSM. Être PSSM, c'est quelque chose d'obligatoire? C'est une volonté de la part... C'est une volonté de chacun. On ne force personne à être PSSM parce que PSSM, il faut, comme je dis, il faut aussi avoir le recul émotionnel. D'accord. D'après votre expérience, quels sont les principaux obstacles pour garantir une éducation où ça se passe bien, côté psychologique pour les élèves? Alors, il y a plusieurs pans dans ta question parce que la santé mentale, elle vient de son entourage, de soi et de l'école. En fait, de tout. Tout peut permettre à quelqu'un de basculer ou d'être bien encadré. Si tu vas pas bien et que tu es soutenu par tes parents et tes amis, tu vas plus facilement réussir à sortir d'un état dépressif ou de pensée, machin, si tu es entouré. Mais si tu as quitté tes parents, quand tu arrives en prépa, tu as quitté tes parents, ils sont à Marseille, Paris, Toulouse, ils sont loin, tu es là, mais tu les as qu'au téléphone. Tu leur dis, ça va pas bien. Et ils sont là, ils te disent, oh mais accroche-toi mon chéri. Et tu dis, ok d'accord maman. Ok, ta mère a essayé de te réconforter du mieux qu'elle pouvait, mais elle n'a pas entendu ta détresse. Et à chaque fois que tu l'appelles, elle te dit ça va aller, on va se revoir pendant les vacances, sois fort, je sais que tu as les capacités, etc., etc. Du coup, derrière, c'est vrai qu'on vous voit plus que vos parents, parce que vous passez plus de temps à l'école. On sait que les cours, c'est stressant. Les partiels, quand vous arrivez en période de partiels, ça stresse. Dès que vous voyez vos premières notes qui sont pas bonnes, vous paniquez. Et du coup, si vous n'êtes pas soutenu, là, c'est là où on perd et c'est là où on a beaucoup d'abandon scolaire, on a beaucoup de dépression et c'est là où je dis PSSM peut rentrer à vous aider et à vous orienter vers des psychologues et des psychiatres pour que vous n'abandonniez pas. Parce que c'est surtout ça en fait. Souvent vous vous retrouvez en mode je vais pas y arriver, je préfère rester chez moi, je vais rien dire à personne parce qu'il faut que je montre que je suis une personne forte. Mais j'ai envie de dire en fait, dire qu'on a un problème de santé mentale, qu'on est en burn-out, qu'on est anxieux, qu'on a des troubles de la personnalité, qu'on a plein de choses qui nous arrivent, c'est ok. C'est un handicap qui peut être temporaire, mais on a tous à un moment donné chuté et c'est ok. Mais vraiment, il faut que les gens se disent, c'est pas faire preuve de faiblesse, ça peut nous arriver à tous. On a plein de gens on a plein de célébrités, d'ailleurs, on s'en rend bien compte, il y a plein de célébrités qui ont l'argent, le succès, l'amour, etc., mais qui ont quand même fini par se suicider parce que ils allaient pas bien, ils souriaient tout le temps et jour au lendemain, on apprend que telle personne s'est suicidée parce que, un exemple, comment ça s'appelle? L'acteur de Madame Doubtfire. Je sais pas,
Mais oui, c'est générationnel. Tu iras chercher sur internet pour mettre la ref. Je pense que c'est plus ma culture. Voilà. Mais voilà, mais c'est quelqu'un qui souriait beaucoup, qui était heureux. Et tout le monde pensait qu'il était super heureux. Et en fait, on a appris qu'il s'est suicidé. Et pareil, on peut avoir aussi l'exemple de Whitney Houston, qui a peut-être un peu plus parlé. Mais au final, prendre autant de médicaments et de l'alcool, elle n'allait pas bien. Et être une addicte, c'est pas aller bien. Elle le disait elle l'a dit dans plusieurs interviews. Il y a tout le monde en fait. Pourtant, ils ont tout. L'argent, l'amour, les fans. Et on pourrait croire Et en fait, non. Donc quand tu te dis que toi, t'as pas tout ça, et que ça t'arrive, alors que des célébrités qui ont tout, elles craquent autant, bah, il faut juste se dire qu'en fait, ils sont juste humains, c'est pas des surhommes ou pas ok. Donc c'est ok de pas être bien. Et c'est surtout, en fait, il faut le dire quand on va pas bien. C'est surtout ça. Il faut pas s'isoler. Et quand quelqu'un va pas bien, ben, les amis, la famille, vraiment écouter la personne. Parce que c'est un appel à l'aide que beaucoup disent « Ah ouais, mais elle m'a dit qu'elle allait pas bien, mais ça y est, je lui ai donné le super conseil de « Viens, on se fait une virée entre filles », mais c'était peut-être pas ça. Parce que souvent, on veut trouver des solutions de facilité, de « Ah oui, viens, on se fait un ciné, on se vide la tête, machin ». Ce qui est vrai, hein, ça peut aider, mais ça va peut-être pas tenir sur la distance. Okay. Est-ce que vous avez des outils en tant que PSSM pour vous aider à travailler? Ce bouquin est vraiment, comme j'ai dit, aéré. C'est le déroulé, le script, tu l'as. Après, le bouquin va beaucoup plus loin pour te donner des chapitres sur comment gérer une personne qui est en crise sous alcool, sous substance, qui a un problème psychotique, donc qui a une crise psychotique, donc il est peut-être en plein délire, il pense que voilà, il se fait suivre, machin. Comment arriver à quelqu'un qui pense par exemple à un moment donné dans un délire psychotique que oui, il y a des martiens qui veulent l'enlever, qu'il est épié par la CIA ou quoi. Tu vois, t'as des gens comme ça, ça peut leur arriver et du coup, il faut que tu arrives à gérer. Pas à leur dire, mais toi t'es complètement zinzin, il n'y a personne qui te suit. Parce que là, forcément, tu le braques, parce que lui, c'est sa réalité à lui. On ne te demande pas de rentrer dans sa réalité, justement, c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est de ne pas aller dans son sens à lui, mais essayer de lui faire voir que, bah, écoute, là, tu dis que par exemple, tu te fais surveiller, regarde, c'est la voiture du voisin d'en face, mais c'est normal que sa voiture s'arrête là. C'est pas forcément quelqu'un. Tu vois, mais essayer en fait de le faire sortir de son truc sans rentrer dans son truc en disant ouais, effectivement, il y a des martiens, je suis sûr, nanana, mais là, ils sont partis. Parce que du coup, quand tu vas repartir, vu que tu es rentré dans son délire, tu vas partir, il va se dire les martiens sont revenus, la CIA est revenue. Donc tu l'as pas vraiment aidé. Parce que tu es rentré dans son truc et lui il se dit ok, donc lui aussi il croit, donc lui il va y croire encore plus et ça va. Donc le truc en fait c'est de le faire souvent revenir à la réalité. C'est vraiment écouter et pas rentrer dans le jeu de la personne. Lui dire tu veux te suicider, machin, Non mais vraiment par exemple, là je vais prendre un cas de quelqu'un qui veut se suicider, qui dit voilà j'ai envie de me suicider Tu lui dis ok, pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Est-ce que tu as déjà réfléchi à comment tu veux le faire? C'est pas lui donner des idées, mais c'est qu'en fait, tu veux juste savoir où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il est au début de sa réflexion? Est-ce qu'il a déjà tout imaginé? Et là, tu te dis, à la fin, bon, il va falloir vraiment que tu lui donnes les bons outils, etc. Ou des fois, en fait, ça te dépasse tellement que, si tu es dépassé, là, tu appelles le SAMU parce que tu sais que la personne, elle est en danger pour elle-même. Donc, c'est pas, comme j'ai dit, on n'est pas médecin. À un moment donné, si tu es dépassé dans le job de PSSM le job de PSSM, c'est de faire redescendre la crise. C'est juste ça. Après, derrière, je ne suis pas médecin. La personne, si elle est vraiment en crise, elle doit aller voir un médecin. Et donc, c'est l'étape, vraiment, c'est les dernières étapes d'encourager à aller voir un spécialiste. Ou si, en fait, tu ne peux pas encourager à aller voir un spécialiste parce qu'il est vraiment dans un état de crise, c'est t'appelles le SAMU et les pompiers et c'est eux qui gèrent.
selon vous, quelles compétences ou évolutions de formation seraient utiles? Par exemple, on a parlé beaucoup d'addiction. Est-ce qu'il existe des formations peut-être qui pourraient accompagner PSSM pour mieux gérer quand on a quelqu'un qui boit beaucoup, qui se drogue ou... Après, moi, j'avais pensé mettre en place des formations sur, en fait, faire venir la CPAM pour qu'elle fasse venir un addictologue. Voilà, aussi parler pareil normalement, vous avez une formation qui est prévue pour février sur les handicaps visibles et invisibles. Et ce que ça peut faire, surtout les handicaps invisibles, parce que les handicaps invisibles, on connaît tous le visible et on fait attention. Mais on a tendance à se moquer beaucoup plus des handicaps invisibles. Notamment de la dyslexie, quand quelqu'un n'arrive pas à bien lire, la dyspraxie quand il écrit comme un médecin, tout ça, s'il inverse des mots, des trucs, tous les 10, de se moquer de l'autisme, voilà, c'est tous ces problèmes-là, l'hypersensibilité, les gens souvent lui disent « Ah mais t'es une pleureuse parce que quelqu'un est trop sensible ». C'est là où je me dis, ces handicaps-là doivent être valorisés parce que c'est une force, parce qu'on apprend différemment. Un autiste a une autre manière de penser. Donc tous les neuroatypiques de toute façon ont une autre manière de penser. Les dyslexiques travaillent beaucoup plus que les autres puisqu'ils doivent trouver des solutions pour pouvoir compenser leurs lacunes. Donc moi je trouve que voilà, il y a plein de formations à faire et à pousser. Après, moi j'ai envie de dire les associations peuvent le faire si l'école ne veut pas le faire. Parce que vous pouvez toujours passer par le biais de la CEVEC si vous jugez que il y a des choses qui peuvent être mises en place. N'hésitez pas en fait à en parler à la personne qui gère l'animation de campus, en parler au directeur et lui dire voilà, on aimerait faire ça. Là bientôt il y a la formation référent VSS dans l'école qui est prévue pour le 27 novembre où j'invite quand même pas mal de monde à s'inscrire parce que les VSS, les gens ne le comprennent pas parce qu'ils se disent ouais mais pourquoi cette personne ne s'est pas défendue, pourquoi elle n'a pas crié, pourquoi elle n'a pas fait ceci, pourquoi elle a finalement fini par céder, etc. Et il y a plein de vidéos que j'ai trouvées très intéressantes, mais que d'ailleurs j'ai postées dans le groupe de l'animation de campus pour pouvoir être utilisées par les assos à n'importe quel moment quand elles voudront faire un débat. Moi je voulais faire ça en mode débat pizza où en fait je montre juste l'extrait de la vidéo et on en parle en fait. Parce que effectivement, pourquoi est-ce que les victimes ne se plaignent pas tout de suite? C'est parce que c'est juste à cause d'une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et ça, dès qu'on a compris ça, en fait on comprend vite que les VSS, c'est pas, tout le monde ne réagit pas pareil. D'accord, merci pour votre temps. Mais merci. Très intéressant. Écoute, ça m'a vraiment